On va commencer pour des raisons pratiques, on va commencer par des questions à Orhan Pamuk, s'il y en a, des questions, des commentaires. Voilà, monsieur. Monsieur, oui, vous avez le micro, vous avez le pouvoir, c'est bien connu. Et j'ai une question qui attend depuis 2 ans, quand je vous ai rencontré à Nancy, quand vous étiez venu pour la manifestation littéraire. The gentleman has met you 2 years ago in Nancy when you came for a literary festival. Et vous avez dit, vous avez été d'accord quand il y a le référendum pour le changement de la Constitution. Est-ce que vous regrettez aujourd'hui ce oui que vous avez prononcé à l'époque? Okay, and the question is, so this is a little bit older. At that time, you said that you had voted yes for the amendment to the Constitution that was voted in 2011, was it, or 2010? So do you regret that decision today? I avoid this question because I am already tortured and punished so much by the nationalistic, secularistic establishment for that. Maybe I enjoy my time in Paris a bit. Next question, please. Okay. Okay. Y a-t-il d'autres questions? Are there other questions? Monsieur. Je parle comme ça. Merci pour votre exposé. Vous avez cité plusieurs fois Ibn Khaldoun, les prolegomènes. Auriez-vous le chapitre dans lequel vous avez tiré ces passages? You have quoted from Ibn Khaldun several times. Do you have the information concerning the chapter from which you have picked? Sure, it's all in my mind. Volume 1, Chapter 2, Section 23 and 22. Et voilà. Et voilà, that's a short and very concise answer to a short and concise question. Y a-t-il d'autres, monsieur? Puis-je poser une question à vous tous avec monsieur Orhan en anglais? C'est possible? Yes, of course, I understand. Yes, the question to all you. Oh, this is Martin Zaimov. Yes, okay, yes, I know. Thank you all very much for this day. Thank you very, very much. Sorry, can you hear? My question is the following. Can you hear? Yes, I hear. Yes, I understand. My question is the following. I hope it's not a too difficult question. Turkish, let's say, lower classes, if that's a good term, have shown remarkable hospitality to huge numbers of immigrants. I know that many of them are in camps, but compared to Europe, there are many camps in Europe as well, and the hospitality of lower classes has been remarkable. I think that's not appreciated because Erdogan's politics is so repressive as far as democracy goes. Europe does not recognize that, on the other hand, he did this welcoming, really, no other nation in the world did this. While, paradoxically, the opposition is abusing this situation and going towards nationalism, racism. Why are these people here? Let's get more votes. But don't forget that French Socialist Party did the same, but I interrupted you. Please ask the question. Yes, it's slightly more difficult, I'm afraid. Okay. Professor Adem some days ago told me that he's quite worried about the disarray in Europe. I'm sorry. Who is worried about disarray in Europe? The chaos in Europe. Let's call it a chaos, political chaos. Where? In Turkey or in Europe? In Europe. Oh, in Europe. That's what you said at the end of our... Yes. So basically, my question is slightly difficult. All of you and people like you in Turkey, would you be as hospitable to European elites? Because what I fear and what I feel is that Europe is indeed, in France in particular, in a horrendous crisis, which most of us do not yet realize. And so I really think that Turkey might need to be hospitable to some of the people like you from this part of the world. So you're talking about the possibility of an emigration? Or Turkish? Not just a possibility, it's happening. Well, not necessarily Turkey, but certainly neighboring countries.
Thank you. Hospitable to whom? To European elites. I'm never, because I'm never what- clear. To this audience needing to come to Turkey once Mrs. Le Pen takes power, which it will be much worse than Erdogan. Yes. But I didn't understand the question. I'm sorry. Can I repeat Would the you be question? hospitable if you are in, Maybe- if you are in Istanbul? How would you welcome us? That's my question. Well, look, there are no us, there are no French and not Turks. In reality, there are, but in the end, I navigate with the, when I go to Germany, when I go to Spain, and for my next book, I'm already committed also coming to Paris at the beginning of March. There, I'm addressing people who are reading novels, and I don't see them as representative of French people, as I see them as a network of intellectuals or enjoyers of modern fiction, novels, and we are a community. Say I have 10,000 readers in Argentina, or whatever readers in here, there, I am in touch with them and do not consider them as representative of any group, except that they are fiction lovers, they read books, and I navigate in that world without making them representative of this or that. Yes, I said I used the word welcome in my speech because I was a young Turkish boy in that sense and was writing books in Turkey. Suddenly everyone is welcoming, I'm going, everyone is clapping. And also that it was a self-imposed agenda that I really wanted Turkey to join European Union. And when they tortured me, asked me questions about that, why do you want that? And I used to say, well, because we will have a full democracy and freedom of speech, and whatever synthesis you want of East and West, or whatever, or let's say more politically correct, using tradition and confronting modernity, can only be fully realized in a culture of free speech. That should not be imposed from above, whether it's done by Kemal Atatürk or Erdogan or whoever next will be in power. Imposition of culture from above is not good. Welcoming me in the sense that they were welcoming me because it was obvious they were enjoying my books, thank you, but I was also pro-European. That's why they welcomed me. If you're asking, am I going to welcome Europeans? I don't look at life that way. Of course, I'm here. It's a sort of a welcome. I'm happy to be here. As I said at the beginning, my heart is now in Collège de France, though it's virtual, you know. OK. Voulez-vous répondre à la question, puisque il y a là la question de savoir que, en fait, la situation en France n'est peut-être pas aussi brillante qu'on pourrait le penser, et que l'ironie est que, dans un futur assez proche, les élites en Europe seront peut-être forcées de trouver refuge et asile dans des pays qui, aujourd'hui, cherchent l'asile en Europe. Maybe I should add this at him, that readers of quality, good fiction, are not typical of the nation they belong to. They are elites in the sense that they are people sophisticated, they read books, so forth and so on. If, you know, opera is a high art now. And the art of writing novels and reading novels is also going up, just like poetry. Lesser people are reading that, good novels, quality novels. It's not as popular as it used to be in that sense, quality novels, but then it's a communication. Then you cannot say Chinese, that the people who are engaging with you are, for my eyes, are not representative of the nation there. Perhaps there is a representation, but I consider it as a, when in my evaluation of the situation,
Yes, that I also see that, for example, a good way of illustrating this kind of change, national change. I am not the kind of writer whose one book, say, Nabokov's Lolita, is the most famous of his books everywhere in the world. While for me, in America, Snow is my most popular book. In England and China, My Name is Red is my most popular book. In Spain, Istanbul, Memories of the City is my most popular book. So it changes, yes. Also, readership and the way the cultural pages, or now they are vanishing, are constructed in such a way, and events coincide. Perhaps the reason my most popular book in the United States is Snow, because 9/11 happened just a year before it was published there. Okay, just to clarify things, I think there was a slight misunderstanding at the beginning of the question, lost through translation, as they say, which is that the question had an ironic twist, a political twist, that claimed that the situation in Europe was quite chaotic and that in the near future there might come a time when Turkey might be in the position of welcoming refugees from Europe, political refugees, members of the elite. So just to clarify one point in the question. Yes, but it was not, this is not irony. That happened before, during Hitler years. Sure. That a lot of Jewish professors ran away from Hitler. Some of them, most of them went to the United States, but some of them also came and were professors. For example, my aunt is the first woman professor of law in Turkey, but she started being an assistant to a German Jewish refugee law professor in Turkey. So I will be surprised if that happens, but I will not be shocked. There were examples of it before. Okay. Nous là, ou vous Ah oui, bien sûr. Si vous voulez, vous pouvez aller chez moi, moi je ne peux pas rentrer. Voilà, je crois que Ahmet İnsel a demandé la parole pour répondre. Vous pouvez tout de suite aller chez moi, moi je ne peux pas rentrer chez moi depuis 5 ans, ma maison est vide. Je ne sais pas, nous ne savons pas ça. Je voudrais simplement vous dire que ce qui est en cause, c'est la possibilité des institutions à pouvoir résister à des velléités autocratiques. Je crois que votre projection sur la France est théorique, mais par rapport à ce que nous avons connu en Turquie, c'est l'incapacité des institutions démocratiques, parce qu'ils étaient installés, parce qu'ils étaient vidés de leur substance dès leur création par des coups d'État, par la bureaucratie, par les élitismes, que ces institutions étaient de toute façon totalement dépendantes du pouvoir, avant même l'arrivée de Erdogan au pouvoir, que ces institutions n'ont pas résisté. Nous avons vu aux élections américaines comment la solidité et la résistance des institutions peuvent freiner les velléités autocratiques. C'est ce qui nous manquait en Turquie. Et j'espère que ne va pas manquer en France. Et je crois que la question qu'on doit se poser, c'est surtout ça. Et je pense qu'en France, nous ne sommes pas encore à l'état d'attendre une évolution autocratique de type la Turquie dans bientôt. Et je crois que s'il arrivait quelque chose comme ça en France, malheureusement, il y aura peu de Français qui iront en Turquie et ils iraient plutôt aux États-Unis. Pardon, je voulais simplement rebondir sur ce que Ahmet vient de dire et qu'il a dit pendant sa présentation. Il s'est arrêté aux unionistes, donc à la Première Guerre mondiale. Pour moi, le père fondateur de la Turquie moderne, c'est plutôt Abdülhamid. Et je pense que ce que je lui reproche en tant que père fondateur, c'est justement d'avoir inventé l'autocratie moderne, c'est-à-dire d'avoir
patiemment démantelé les institutions qui avaient été établies par les Tanzimat, même si ces institutions étaient bancales, étaient faibles, et par conséquent, il a créé le modèle qui serait repris par les unionistes, puis par les kébalistes et aujourd'hui par Erdogan. Et ce système, je crois qu'il repose essentiellement sur cet équilibre extrêmement fragile entre gouvernement et État, où un gouvernement, lorsqu'il acquiert assez de force et d'autonomie pour s'attaquer à l'État, peut monter à sa conquête. Et une fois qu'il l'a conquis, ben voilà, c'est l'État parti, c'est le parti unique, c'est tout ce qu'on veut. Abdulhamid l'a fait, Enver Talat Jemal l'ont fait, Mustafa Kemal l'a fait, Erdogan l'a fait, mais c'est vrai que Erdogan l'a fait dans un système qui était quand même nommément démocratique et électoral, avec donc des garde-fous qui, pour le moment, résistent encore. Donc je voulais simplement souligner à quel point cette vision d'Ahmet était importante pour comprendre les dynamiques historiques de l'autoritarisme en Turquie. Monsieur, vous aviez une question à poser. So I would like to follow with Orhan Pamuk's statement on geography. I believe that Turkey would be better closer to Occidental culture. On the other hand, from geographical perspective, there are all the Turkish-speaking countries on the east. So is there a possibility there, or is it just opportunistic? Et je pense aussi que c'est peut-être aussi une question du point de vue politique aussi. I more or less understood the question, but I'd be happy if Edhem translates it so that I understand. The question was in English, but I think the sound was not very good. Could you please speak a little bit louder? The question was not in English, I understand. It was. Sorry, it was. It was, but it was very muffled. The sound wasn't good. Maybe I'll crack a joke. One day I was in subway in New York and with another Turk, and we were dunder, subway is going, and we're talking, shouting to each other in Turkish. And the person in the subway in New York asked me, "Excuse me, is this French you're speaking?" And we both said yes. And the person returned back to his seat very happy. Okay. Try to repeat. So, do you hear me now? Do you hear me? Yes, I hear you. Okay. But I didn't understand the question clear enough. I am sorry. That's fine. go again. So I believe being more closer to Europe or America would be good for Turkey. Am I closer to Europe? I'll marry with all of you. I like you. But that was just... I don't look at it that That's the starting just the point. beginning That's of the the starting point. On okay. the other hand, from geographical perspective, they are the Turkish-speaking countries, the Turkmen countries on the Asia, east. Central Asia. Exactly, up to Afghanistan. Yes. And, So- and some Turks are proud to say that you can, especially in the beginning of 20th century, as Ottoman Empire disintegrated, the nationalistic Turks would say, well, you can go from village to village talking Turkish till Afghanistan. Yeah. Yes. So, But is it an opportunity or is it a possibility for Turkey, or is it just opportunistic? I am not what Adolf Hitler said, geographical politician, imagining who would eat who would get that. Read Ibn Khaldun. I'm critical of Ibn Khaldun. He was also a very, very nasty racist when he was writing about Africans, so forth, and slaves. And my outlook is not designing the future, which country Turkey should go. I don't look at life that way. This young generation of critics of my books are right. I only focus on things, stories, persons, and I can never predict where the history will move. There are Turkic peoples from China
to, yes, to say Balkans, not Vienna anymore, but so what? I am not after them. They are perhaps happier to be where they are. Let's remember this. The Turks in Cyprus choose to belong to Europe and want to refuse to belong to Turkey. And Europe is giving them more opportunities, and they are not betraying their identities as they claim here in Istanbul or there in Istanbul. You have to look at all these cases. In fact, I don't like geographical political thinking or planning for future like that. I look at objects, stories, human beings, iron in daily life. These are my subjects, not planning for political planning for future, looking at nations and races. So you're not a fan of the Turkish Drang nach Osten? And believe me, no one is. That is only popular politics. And also Trump was doing, Bush is doing, and Biden tried not to do it, but no writers is subscribing to this way of thinking. Oui, bonjour. Je voudrais poser trois questions qui sont très simples. La première, c'est que la Turquie ne pouvait pas accéder à l'Union européenne tant qu'elle n'aurait pas reconnu le génocide arménien et fait une évolution raisonnable sur le sujet. Le deuxième, c'est que le jésuite Gaël Giraud, qui est candidat à la primaire de la gauche actuellement, qui est un très grand économiste, dit que les élites françaises ont comme modèle, comme désir, l'autocratie chinoise. La troisième remarque que je ferai, c'est que quand on va au séminaire de Bernard Stiegler, Ars Industrialis, Roland Gori, L'appel des appels, Pierre Laroutouru, rapporteur du budget Parlement européen actuellement, et Gaël Giraud, quand on voit la fréquentation qu'il y a pour le film « Maintenant que tu sais » et qui concerne la collapsologie, avec entre autres Paolo Servigno et d'autres très 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 grands personnages, ces trois éléments sont tout à fait connexes. Et il parle bien, le titre de Roland Gori, c'est « L'effondrement a déjà eu lieu ». Ça concerne la France, ça ne concerne pas toute l'Europe sans aucun doute. Donc ces trois questions sont, à mon avis, corollaires. C'était une observation. Ben, j'attends les réponses. Gaël Giraud, pourtant. Est-ce que... Ahmed... Je suis désolé, mais les théories de la collapsologie sont intéressantes pour ceux qui sont très porteurs par les théories du complot, mais ce n'est pas tellement ma démarche et je ne peux accepter ce type de projections qui sont des projections qui permettent à ceux qui prononcent de se placer d'une manière intéressante sur la place publique pour attirer l'attention, mais au-delà, quand on creuse le contenu, ce sont des paroles très vides. Je suis désolé. J'ai lu à peu près ce que vous avez dit. Et deuxièmement, je pense que si dans les intellectuels français, il y a quelques velléités pour s'aspirer de l'autocratie chinoise, il y a au moins beaucoup plus d'intellectuels qui dénoncent l'autocratie chinoise en Turquie et qui remettent un peu plus en cause quelques politiciens comme Raffarin qui sont devenus des représentants de la Chine en France. Par conséquent, je pense que la majorité n'est pas du côté de ce que vous dites, heureusement. Non ? Ah, pardon. Bonjour et merci pour ce séminaire. Ma question est toute simple puisque c'est sur la Turquie et l'Europe, ou l'Empire ottoman et l'Europe. Bien entendu que ce n'est pas pareil, madame, mais il y a quand même un lien. En quoi le génocide des Arméniens et la destruction des chrétiens dans l'Empire ottoman ont affaibli le lien entre l'Occident et la fin de l'Empire ottoman et le début de la Turquie moderne? Merci.
Orhan, tu veux répondre? Je traduis pour Orhan dans ce cas-là. The question is... I understand you are translating hard questions to me. So the question is about the Armenian genocide, or the genocide of the Armenians. To what extent is this one of the major causes of the problems experienced with the West, Turkey with the West? To what extent would you place the recognition of the Armenian genocide at the center of Turkish relations with the West? I think if maybe the only part that troubled Turkey in relations to its West, not the memories of what happened to the Ottoman Armenians, but the fact that we still cannot openly talk about it. Just because I mentioned it in some place, I had a court experience for quite a long time, and went around, walk around with 3 bodyguards. But it's not, it is essentially a free speech issue, since it happened 100 years, more than 100 years ago. So I don't think that was an issue. It was the presence of this was all around when everyone was negotiating. I think India, in the long run, really, my heart says that whether we have Socialist Party, Social Democratic Party, Conservative Party, in the end, peoples of Europe don't want to see too many Turks around. Just as today, Turks don't want to see too many Afghans and Africans and immigrants around. These are and political parties in democracy, even in Turkish democracy, very limited, represent people, and the successful politicians both get the votes of the people who actually don't like foreigners if they come from East, and also handle the real problem of cultural, economical negotiation with these countries. In the end, I cannot even blame the politicians, because people's nationalism, and by heart, lots of them peoples are, it's hard to say this clearly, are upset by the herds of visitors, immigrants. No one likes the immigrants. If he or she is visible around, they hate her even more. This is happening in France. This is happening in Germany. Germans are more in control. This now that Erdogan took some 4 million, 5 million Afghans and Syrians and Asians, now he is losing votes for this. If I may add to Guide's, I think it was Guide's question, I think that the question of the Armenian genocide is something that is of great importance, obviously for the Armenian communities around the world, the diaspora, if you want to call it, Armenia, the country, and Turkey. The rest, it is a secondary issue. I do not think that it is one of the central issues for the European Union. It does come up in certain periods of time, certain seasons of the year and whatever. But strangely, it is exactly the kind of issue which Ahmet described as being all over the board of the Turkish political spectrum, considered to be a national issue on which you should never compromise. So I think it's a perfect example of how far Turkish nationalism can go in terms of federating and cementing the political parties, with the exception, of course, again, of the HDP, which is the only party that has a policy of recognition towards the Armenian genocide. Pardon, oui. J'ajouterais à la question de Gaïtz, c'était aussi, je crois, ta question était de savoir
le génocide des Arméniens et aussi les pogroms contre les Grecs, les Juifs, etc. Hein, ça ne s'arrête pas au génocide des Arméniens. Autrement dit, cette politique délibérée qui a commencé avant la République et qui a continué avec la République, qui est une épuration ethno-religieuse de l'Anatolie, de la République de Turquie, qui a continué jusqu'aux années 60, évidemment. Cette politique, évidemment, explique pourquoi nous n'arrivons pas non plus à résoudre le problème kurde. Primo. Deuxièmement, ça explique en quoi les élites kémalistes, urbaines, qui ont participé ou qui ont laissé faire ces pogroms ont aujourd'hui la nostalgie d'une culture cosmopolite qui est perdue, disent-ils, dans leur ville, à Izmir, à Istanbul, à Bursa, parce que cette culture cosmopolite n'était pas portée exclusivement par les Turcs musulmans, mais cette culture cosmopolite, par sa définition, était portée par les Grecs d'Istanbul, par les Arméniens de Van, par les Juifs de Edirne ou de Gelibolu. Cet cosmopolitisme qui a perdu, que la Turquie a perdu, aujourd'hui vit sous le choc, notamment les élites urbaines, vivent sous le choc d'être un peu devenus étrangers dans leur propre pays. Mais je précise une chose, ce terme, être étranger dans son propre pays, d'abord a été utilisé par les nationalistes musulmans contre les réformes kémalistes. À partir des années 40, le slogan que Tayyip Erdogan a utilisé plusieurs fois ces 10 dernières années, c'est la fameuse phrase de Necip Fazıl: mon frère, tu es devenu étranger dans ton propre pays parce que justement, tu portes une cravate, tu ne peux pas porter le fez, tu ne peux pas écrire en caractère arabe, tu ne peux pas aller à la prière, etc. En exagérant évidemment énormément. Necip Fazıl était un grand romantique parnassien initialement, je rappelle. Et aujourd'hui, il y a un blocage, effectivement, un blocage sur la question de la diversité en Turquie. Et tout ce qui est divers, tout ce qui est autre, proche, est considéré par la population, avant même que le pouvoir le désigne, comme un danger imminent. C'est les enquêtes récentes qui ont été faites en Turquie par les sociologues, par les sociologues, notamment sur la sociologie urbaine, montrent que les Alevis sont considérés aussi comme des ennemis. Les Kurdes sont considérés comme des dangers. Les homosexuels LGBT sont considérés comme des grands dangers. Donc, tout ce qui est différent est considéré comme un danger. Alors, de ce point de vue-là, je crois, les Turcs ont perdu la capacité à vivre dans accompagné de la différence à la manière de l'Empire, et ils sont devenus le pays musulman, après l'Arabie saoudite probablement, mais je ne suis même pas sûr, parce que l'Arabie saoudite, il doit y avoir beaucoup d'étrangers qui travaillent non musulmans en Arabie saoudite. C'est un pays où 99% de la population sont d'origine musulmane, ce qui est un taux extrêmement élevé, alors que juste avant la République, en 1914, dans les mêmes territoires, à peu près 30% de la population n'était pas musulmane. Ce choc démographique, le vide culturel que cela crée, est encore beaucoup plus, encore continue à créer des effets. Et dernièrement, une purge, la purge qu'on demande des comptes. Vous savez, je pense que ce n'est pas très naturel, et je ne sais pas s'il y a d'autres pays au monde qui fêtent depuis 50 ans maintenant, les Ottomans n'auraient jamais fait ça, ils étaient un peu plus intelligents, qui fêtent depuis 60 ans maintenant, ça a commencé en 1953, la conquête de leur principale ville par eux. C'est comme s'ils se rappelaient à tous les ans, ah, ici ce n'était pas à nous, on l'a conquis, et par conséquent, on peut toujours nous chasser un jour. Et donc, cette fête de conquête
d'Istanbul, de Constantinople, est en même temps une sorte de cérémonie pour chasser la peur d'être chassé un jour de ces territoires. C'est extraordinaire. Moi, je ne vois pas les New-Yorkais fêter la conquête de New York. Déjà, il n'y a pas une conquête, mais je ne vois pas comment on peut... la ville principale de la Turquie, tous les ans, on fait une énorme fête en disant « nous avons conquis cette ville » pour s'assurer. Ça représente quand même un fond de malaise profond. Que serait le nationalisme sans paranoïa? Je veux dire, c'est dans la nature même du nationalisme de se nourrir de victimisation et de paranoïa. On a toujours cette idée que le nationalisme, c'est force et gloire. En fait, c'est faiblesse et paranoïa. Une peur constante qui est entretenue afin d'attiser le patriotisme. Pardon, Nilüfer voulait intervenir. Oui, je réfléchissais un peu. Je voulais revenir au moment un peu euphorique, parce que avec la discussion, on a eu l'impression que la Turquie, avec ses démons qui continuent depuis la République, même avant, donc il y a une sorte de permanence et linéaire et qu'on ne peut pas échapper. Mais ce qui nous réunit, je veux dire tous les intervenants ici, je pensais, on a quand même un trait commun. On a partagé un moment d'euphorie dans les années 2005, justement 3 octobre, pour l'adhésion de la Turquie en Europe, et que l'intervention de Orhan Pamuk allait dans ce sens-là, parce qu'il disait, il croyait tout à fait avec sincérité à l'adhésion de la Turquie, et ça signifiait pour nous tous, au-delà de nos sentiments et de notre engagement, un moment euphorique par rapport à la Turquie, c'est-à-dire euphorique. J'utilise ça aussi par rapport à l'Europe. C'était le moment de rapprochement et on croyait qu'on pouvait changer les choses. Par exemple, la reconnaissance du génocide arménien. Il y avait malheureusement l'assassinat de Hrant Dink, mais qui était une porte-parole très importante. Il prenait la parole. Il y avait la question kurde qui était reconnue de plus en plus, en tout cas débattue. Surtout l'abolition de la peine de mort, à mes yeux, qui signifiait quand même un rapprochement avec la culture politique européenne, et c'était très important parce que nous, on a vécu des traumas avec les peines de mort continuelles avec les coups d'État en Turquie. Donc, il y avait une série de questions qui nous paraissaient, en tout cas, qui nous paraissaient abordables. Déjà, on en parlait. Donc, c'était hyper important. Et il y avait eu, je parlerai de ce moment euphorique, une dynamique qui avait créé une convergence entre groupes de personnes très différents. Les hommes d'affaires, les associations kurdes pour les droits kurdes, les intellectuels comme nous. Et donc, je voulais un peu une réflexivité sur nous, parce que la question difficile qui a été posée à Orhan Pamuk, mais on pourrait poser la même question à nous tous, je crois, par rapport à la Constitution. C'est ça, le référendum de la Constitution. Donc, c'est-à-dire que ce qui nous lie ici, nous, les intellectuels, parce qu'il y a eu cette division, justement, nous et les autres, on l'a à partir de l'intervention d'Ahmed, qui est c'est eux, nous, c'est aussi ces intellectuels séculiers et démocrates, je dirais. Ça veut dire quoi? On a eu le courage et peut-être la naïveté de croire qu'on pouvait intégrer l'islam dans le système politique parlementaire, parce qu'il y avait en Turquie un système, une expérience parlementaire importante comparativement. On pouvait effectivement croire dans la laïcité en Turquie, parce qu'effectivement, elle était un principe intégré, habité, et pas un principe complètement extérieur, disons. Et on pouvait, la question kurde, de toute façon, il y avait déjà des porte-paroles du mouvement kurde, et la question du génocide arménien. Donc, toutes ces questions, disons, très difficiles à aborder, on croyait qu'on pouvait aborder. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Aujourd'hui, maintenant, nous,
on n'a plus la prière, pas prière, le tapis de prière, mais le tapis de conviction qui nous liait entre nous et l'Europe. Il n'y a plus de tapis qui nous permet d'être interface entre la Turquie et l'Europe. Je pense que ce qui est perdu, il y a quelque chose de très important, c'est cette interface aujourd'hui est perdue. Ce n'est pas par notre volonté. On a été chassés, entre guillemets, exilés ou, disons, criminalisés. Et je pense qu'on n'a pas parlé assez de, disons, cet élément qui a changé aussi notre manière d'être intellectuel entre l'Europe et la Turquie et que quelque chose s'est cassé. Je n'ai pas de réponse. Pourquoi ce chavirement? Pourquoi ce renversement? Bon, ça, c'est peut-être un sujet encore qu'il faut aborder. Moi, je n'ai pas de réponse, mais je pense que cette possibilité de croire qu'on peut faire le trait d'union entre différentes parties de la Turquie, et là, je parle pour moi, qui venait d'un environnement laïque, et tout à fait comme décrit Orhan Pamuk, très proche, encore plus les élites politiques, parce que je viens d'Ankara, qui transgressait son habitus pour aller vers les musulmans et pour comprendre comment on pouvait l'intégrer afin de sortir de ce cercle vicieux entre les militaires d'un côté et la société. Donc, je croyais, et on croyait encore pouvoir quand même parler et faire comprendre, comme disait Hrant Dink, notre ami, à dose homéopathique, les mémoires des Arméniens. Ce n'est pas simplement la question du génocide, c'est aussi déjà la reconnaissance de la vie des Arméniens en Turquie. C'est ça le problème qui était très important et qui lui tenait à cœur. Parce que la reconnaissance du génocide, c'est important, mais il faut d'abord se rappeler de la vie des Arméniens qui ont changé, façonné, qui ont vécu en Turquie. Il y a un tel déni et une telle, disons, oubli volontaire de la mémoire que déjà il fallait ramener. Donc on avait des expositions de cartes postales, et des choses qui montraient la vie des Arméniens. Il y a une série d'événements. Donc on était nous-mêmes euphoriques. Parce que je ne sais pas, je parle au nom de aussi mes collègues, mais je pense que c'était une euphorie, je veux dire, engagée. On y croyait, on imaginait. Oui, mais qui s'inscrivait dans une euphorie plus générale, plus mondiale, la chute du mur, etc. Là, on y a cru aussi à la fin de l'État-nation. Hein, oui. Pendant les années 90, on la voyait venir, cette fin. L'Europe, c'était un peu ça. C'était transcender l'État-nation, proposer quelque chose de fédératif, de métanational, enfin, appelez ça ce que vous voulez. Mais bon, tout faisait partie d'un état d'âme, et c'est un peu partout que c'est parti en vrille. C'est plus qu'un état d'âme, c'était un engagement. On était dans un engagement, quand même. Oui. Et là, aujourd'hui, on est éparpillés. Effectivement, des gens, donc Ahmed ne peut pas rentrer en Turquie, on a vécu des moments difficiles, donc je pense qu'on ne pourrait pas imaginer Kavala en prison, on ne pourrait pas imaginer, l'assassinat de Hrant Dink et d'autres. Donc je pense que nous, cette génération, ces intellectuels, ceux qui ont cru à ce moment de la possibilité, à ce moment du possible démocratique en Turquie avec l'Europe. On ne faisait pas le chantage, on pensait que c'était naturel pour nous d'aller vers l'Europe, comme on a raconté dans la longue durée, cette occidentalisation était quelque chose, un phénomène endogène en même temps. Cela nous paraissait tout à fait normal, naturel, cette étape de l'Union européenne. Et cette adhésion, effectivement, aujourd'hui, c'est une idée caduque. Et comme Orhan Pamuk le dit, effectivement, on a découvert le désamour aussi des Européens. Donc, un dernier mot pour l'abolition de la peine de mort, qui me paraissait très important. Je me rappelle à cette époque, quand je soulignais que c'était hyper important, parce que quand même, le leader du mouvement kurde était en prison à cette époque-là, quand il y a eu cette loi qui est passée, c'était très important, et que ça a été traité comme une réforme
cosmétique, superficielle, pour plaire et séduire et tromper les Occidentaux. Et ça, je vais dire, c'était vraiment une déception. Donc, considérer tout ce qui se passe en Turquie comme un geste d'imitation ou un geste cosmétique, y compris la laïcité, je pense qu'on se trompe. Et c'est dans ce sens-là que la distance s'éloigne, la distance se creuse entre la Turquie et l'Europe. En tout cas, maintenant, on ne peut plus parler de nous en termes de porteurs d'un idéal en Turquie. On n'a plus de place, je dirais, ni de poids comme intellectuel public. Tout intellectuel public aujourd'hui en Turquie est menacé et vulnérabilisé. Avant de passer la parole à Seyfettin qui voudrait, je crois... Pardon. Pardon, je voulais simplement dire un truc, Nilüfer. Sorry. Je voudrais ajouter quelques mots. Je partage le point de vue de Nilüfer et de mes collègues, mais je vais dire quelque chose de très personnel, presque un aveu, ou clairement un aveu. En fait, nous étions évidemment très favorables à l'adhésion de la Turquie à l'Union. J'étais tout à fait conscient que, effectivement, ce n'était pas garanti. Mais rien que le processus de négociation contribua d'une façon très positive sur tous les plans. Pas seulement démocratie, libertés individuelles, état de droit, etc., mais du point de vue économique aussi. Donc, l'aveu, c'est le suivant. On ne réfléchissait pas beaucoup, ou je ne réfléchissais pas beaucoup, parce que je ne voulais pas le faire, sur tous les problèmes, comme le cas de génocide arménien, le problème kurde, etc., la démocratie, le manque de profondeur historique, parce que la démocratie en Europe n'est pas tombée du ciel. Il y a eu des siècles et des siècles, des luttes de classe, des révolutions parfois sanglantes, etc. Donc, pour moi, l'Europe, ce processus d'adhésion, même si cela n'arrive pas à bon fin, était un raccourci. C'était, je l'avoue, assez opportuniste, c'est-à-dire sans souffrir beaucoup, sans payer le prix de la lutte pour la démocratie, etc., sans faire les efforts nécessaires pour le développement économique, qui est quelque chose n'est pas non plus facile et donné, avec l'adoption des règles, des lois, des normes européennes dans tous les domaines, politique, économique, social, société civile, etc., on allait gagner un temps énorme en Turquie sans payer le prix pour arriver en fait à notre idéal. Ce n'est pas seulement l'idéal des intellectuels, je pense que le peuple aussi aimerait vivre dans une société avec plus de bien-être, avec plus de liberté, avec plus de démocratie, c'est sûr. Mais on s'est aperçu que, d'abord, de notre côté, ce n'était pas aussi, le raccourci n'était pas aussi facile que ça, et il y a eu des éloignements, des déviations, etc. Évidemment, l'Europe en est responsable aussi. Je ne dis pas que le blocage des chapitres, etc., l'Europe n'avait pas droit. En fait, si vous ne reconnaissez pas un membre de l'Union européenne, évidemment, ils vont réagir. Je parle de Chypre. Ça, je comprends très bien. Mais pourquoi Sarkozy avait voulu ajouter des blocages encore supplémentaires, etc. Ça, par exemple, ça nous énervait. Vous ne pouvez pas imaginer combien M. Sarkozy
était devenu impopulaire en Turquie. Je dirais, évidemment, avec Erdogan, maintenant, c'est peut-être pire, mais à cette époque, rien que le discours de Sarkozy était très important. Mais on sait, maintenant, on s'aperçoit que, aussi bien du côté européen, parce que ça va de soi, enfin, l'Europe, n'exagérons pas, l'Europe est formée de plusieurs, historiquement, de plusieurs courants d'idées différents, de plusieurs approches, de philosophie, des principes politiques, etc. Je n'ai pas eu le temps de lire, mais j'avais noté dans les partis du Parti social-démocrate, des Verts et de libéraux, qui vont former maintenant la coalition allemande, comment ils traitaient dans leur programme la Turquie pour les élections de 2021. Et là aussi, on voit que c'était extrêmement varié. En fait, le débat est ouvert et on ne sait pas prédire de l'avenir d'une façon, je dirais, fatidique. Donc, il fallait être plus réaliste et essayer au lieu d'attendre de ce processus d'adhésion donc de l'Europe, de la pression de l'Europe, que la Turquie puisse résoudre, peut-être pas tous les problèmes, mais une bonne partie de ces problèmes sans payer le prix, ça nous arrangeait aussi. Maintenant, notre déception, c'est qu'on voit qu'on s'est trompé. Ce n'était pas aussi facile que ça. Donc maintenant... C'était quand même assez prévisible. Je suis plus enclin à penser que, bon, même sans l'Europe, la Turquie doit se débrouiller. Alors c'est à nous de faire l'effort. Ce ne sera pas facile, mais après on verra. Bien sûr qu'avec l'Europe, déjà, nous avons établi des relations économiques très poussées, très importantes. Il y a encore des choses à faire. On peut avancer là-dessus, etc. Et un jour, je n'ai pas eu le temps de le dire, de toute façon, un jour très lointain, si jamais la Turquie, l'adhésion de la Turquie, que la Turquie devient membre de l'Europe, devient possible, plus ou moins possible, il faut avant que l'Europe change. Avec l'Europe actuelle, l'Union européenne actuelle, il est inimaginable, même, c'est pas sûr que l'Europe puisse continuer l'élargissement avec les pays balkaniques à cet état des choses. Il va falloir que l'Europe devienne une Europe réorganisée d'une façon plus flexible. Vous savez, il y a plein de concepts là-dessus, géométrie variable, plusieurs vitesses, etc., etc. Mais ce qui est sûr, c'est que l'Europe aussi, en ce moment, ne sait pas comment évoluer avec ces problèmes. Les dirigeants polonais, Viktor Orban, plusieurs fois, tu l'as cité, etc. Et encore, j'ai dit à mes amis, c'est très symptomatique, incroyable, l'Europe est aujourd'hui divisée. Et ne sait pas comment reconstruire une Europe fédérale. Est-ce que ce sera un noyau limité avec une périphérie, ou est-ce que c'est toute l'Europe qui va avancer dans le sens du fédéralisme, etc. Je l'avais noté, c'est incroyable. Je l'ai découvert dans le bouquin de Ivan Krastev. Vous savez, quand il y a 2 ans, la menace de l'émigration des vagues, Erdogan, pour faire chanter l'Europe, avait laissé libre les Syriens et les autres d'aller se masser sur la frontière ouest de la Turquie, c'est-à-dire aux portes de l'Europe, etc. Et donc, Merkel paniquait, l'Europe paniquait, ils ont voulu payer le prix, d'abord 3 milliards d'euros, après encore 3 milliards d'euros, etc., pour apaiser Erdogan. Ils ont dit, faisons un traité, vous les retenez en Turquie. Bon, ils se sont entendus. Mais à ce moment-là, ils ont été obligés, l'Europe était obligée de prendre une partie des réfugiés.
Et Merkel a proposé qu'il y ait des quotas par pays, selon leur capacité, leur population, etc. Nombre de pays de l'Est ont refusé. Et vous savez, j'ai lu avec grand étonnement le premier ministre de la Slovaquie, Robert Fico, quelque chose comme ça. À la réunion, il a dit, quand on discute les quotas, il a dit, nous, en Slovaquie, on veut accepter seulement les chrétiens, les réfugiés chrétiens. On lui a demandé, mais pourquoi pas les musulmans, seulement les chrétiens? Il a répondu que parce qu'il n'y a pas de mosquée en Slovaquie. Ça, c'est aussi le niveau de certains dirigeants européens. Si je puis intervenir, je crois qu'on est tous d'accord qu'effectivement, dans les années 90-2000, on était tous enthousiasmés, non pas par la perspective nécessairement de l'adhésion, mais par l'exercice, et notamment parce que l'exercice comprenait non pas uniquement, parce que c'était ça la vision turque, c'était la manne qui allait tomber du ciel, la richesse de l'Europe, etc., alors que nous, ce qui nous intéressait, c'était les droits de l'homme, c'était la transformation du système politique, du système juridique, etc. Et par conséquent, je ne pense pas que ce soit vraiment de l'opportunisme que d'avoir voulu engager la Turquie dans cette voie d'un exercice qui était sain. Je trouve aussi que l'un des problèmes, ce que tu as décrit, Nilüfer, c'est le discours qui nous a traité un peu d'idiots utiles. Hein, les idiots utiles qui, en quelque sorte, ont donné à Erdogan la légitimité, la visibilité dont il avait besoin pour montrer patte blanche face à l'Europe. Et en fait, derrière cet argument, il y a l'argument que Erdogan, c'était bien sûr le loup déguisé en brebis, mais que son objectif ultime, c'était l'islam, l'islamisation. Et là, je crois qu'il y a quelque chose de très trompeur, puisque ce qu'on voit aujourd'hui, effectivement, il y a toujours une touche d'islam, il y a Sainte-Sophie, etc. Mais le gros du problème, c'est un problème démocratique, un problème d'autoritarisme dont nous avons déjà montré qu'il avait ses racines dans la République et voire dans les dernières décennies de l'Empire ottoman. Et par conséquent, est-ce que vraiment le problème c'est d'avoir négligé le problème de l'islam, ou est-ce que c'est de ne pas avoir vu que en fait Erdogan, à sa manière, c'était un bon kémaliste, c'était un produit dérivé d'une culture politique qui est extrêmement présente en Turquie et que par conséquent la distinction islam et laïcité était plus cosmétique que véritablement ancrée dans l'idéologie, puisque en gros le problème que Ahmet nous a exposé est un problème d'autoritarisme qui n'a pas forcément de rapport avec l'islam. Le rapport avec l'islam, il est cosmétique. L'islam est quelque chose qui vient teinter le nationalisme et qui permet aux erdoganistes de se distinguer des kémalistes, en fait. Ils ont besoin de ça. Ils ont besoin de trouver quelque chose qui les distingue d'un modèle qu'ils embrassent, mais qui ne veulent pas appliquer exactement de la même manière. Donc je crois que la question de l'islam est extrêmement problématique, puisque ça va très loin, parce qu'après, bon, vous avez tout le discours de l'islam incompatible avec la démocratie, etc. Or, le problème démocratique en Turquie en ce moment, il n'a pas vraiment de rapport avec l'islam. Il a I want to say something. Yes, I agree with Edhem. Yes. I agree with Edhem. The problem is not Islam, though Erdogan very successfully used it. He is a very successful politician. He used Islam to get power. Then it's not. Then at the heart of our problems of here, it's not Islam. It is authoritarianism. There is even lesser democracy in Russia, Turkey's neighborhood. Do they have an Islam problem? It's nothing. I wouldn't say it's nothing to do with Islam, but Erdogan used Islam just like conservative, just like Christian Democrats
or conservative parties in Europe. And in fact, at the beginning, he was very positive about Europe because if there were no intervention, they would put him in jail in Turkey. Then once he was thoroughly in power, and once there was a resistance to him in various ways from Europe, also military coups, he tightened democracy, almost finished it. We don't have any democracy here except going and voting to the ballot box. While, please don't forget that, I'm just coming from Turkey. His popularity is going down, and everyone is talking, taxi drivers, this or that. Who will be next? But will the ruling elite, the Islamist elite, will allow, respect next balloting? If they respect it, bing, they go out. I'm sure about that. Also, I am angry, slightly angry, though I hold all of my pro-European cultural beliefs, that Europe just watched Erdogan tighten, finish off Turkish democracy. They were, in fact, grateful to Erdogan because he filtered all of these immigrants. If there were no immigrants, no immigration from Syria, Arabs, Africans, which scared Europeans so much that we would not be in such a horrible place in Turkey. I have a German friend. We used to discuss this, and he was more worried about immigrants coming to his town than Turkey having a democracy. And in a way, he was right. Everyone cares about his or her life, not if Turkey is a faraway country. Who cares about democracy in Turkey? While peoples from Spain to Scandinavia. Scandinavians are the less sinful, care about not seeing immigrants around. And Erdogan recognized this weakness so cunningly. Every time he was in trouble, he would say, I'm letting these all immigrants coming. Listen to me. And they would listen. Yeah, thank you. Very, very right. And it reminds me of what I said this morning about how stable relations between Europe and the Ottoman Empire were during Abdulhamid's reign. 30 years of very, very solid and stable relationships with one of the most authoritarian autocratic regimes of the time. So rationality is one thing, and morality is another thing. Y a-t-il d'autres? Je crois que monsieur avait une... Pardon. Oui, merci beaucoup. Pour prolonger les dernières remarques de monsieur Orhan Pamuk et les vôtres, j'aimerais poser une question qui s'adresse plutôt à M. Ahmed Insel. Comment est-ce que vous analysez le paradoxe entre les faiblesses économiques qui ont été décrites à l'intérieur de la Turquie et les faiblesses politiques avec la montée en puissance relative sur le plan géostratégique de la Turquie? Vous avez évoqué la question du chantage à l'immigration et donc dans ses relations avec l'Europe, mais d'autres événements, le fait que la Turquie, qui est membre de l'OTAN, ne respecte pas, disons, la logique otanienne, le fait qu'elle achète des armes à la Russie, le fait qu'elle intervienne dans le conflit en Syrie, qu'elle se batte militairement ou à travers des milices contre les Kurdes, le fait qu'elle ait soutenu récemment les Azéris dans la guerre au Karabakh, etc. Donc, il y a quand même une position géostratégique de la Turquie qui profite des dissensions entre l'Occident, la Russie et une certaine neutralité de la Chine, qui lui donne quand même un poids relativement important, en dehors de la dimension de leader de l'islam que voudrait avoir Erdogan. Et est-ce que ça ne dépasse pas simplement
la présidence d'Erdogan? Est-ce qu'il y a quelque chose de structurel dans l'histoire de la Turquie? Merci. Ahmed, avant que tu commences, just a translation for Orhan. The question is, how do you reconcile the weakness, economic and political weakness of Turkey with its rise to preeminence and prominence in regional politics and geostrategical relations? Yeah. The question was directed to Ahmed. It's just not to keep you in the dark. So I also benefit, I see. Okay, then I don't see any much contradiction here. I'm sure Ahmed doesn't either. Ahmed? Okay, I'm eager to hear Ahmed. I'm sorry. Orhan, if you have some, you can start and after I can continue. I think that we have to be modest a bit. At least I'm a writer. And also we are blurring our dialogue with concepts. Turkey is geographically, relatively speaking, but surrounded by Iran, Lebanon, even Bulgaria. Their economy till recently was weaker than Turkey's economy. Also, Turkey is not geopolitically so important as they write in Turkish newspapers. Trump is saying, bestowing insults to Erdogan. The whole nation is embarrassed, or the same is doing, they shut down a Russian airplane and they modestly go and, I'm sorry, if you're geographically or geopolitically strong, you don't say these things. They are only the strength of Turkey in geopolitics is running whole Middle East is a bullshit in Turkish newspapers. I don't believe them. That's not happening. They're begging money from IMF. This is not happening. But of course, everyone has his or her own take. Thank you. OK. Par rapport à la question que vous avez posée, d'abord, je dirais que sur cet engagement régional de la Turquie depuis une dizaine d'années, un peu plus d'une dizaine d'années, il y a deux dimensions. Il y a une première dimension qui n'est pas spécifique au pouvoir de justice et développement parti ni à Tayyip Erdogan. C'est une logique qui est systémique de l'État turc, République de la Turquie, depuis toujours. C'est la question kurde. Là-dessus, Erdogan n'a pas inventé quoi que ce soit. C'est-à-dire que n'importe quel gouvernement aurait été à la place de Erdogan et il y aurait eu des velléités de formation d'autonomie kurde en Syrie, les réactions auraient été similaires. Je n'approuve pas, mais je vous dis c'est une logique de l'État turc. La question kurde est la question la plus importante, la peur la plus fondamentale, systémique, intériorisée par l'État turc, par l'esprit de l'État turc depuis toujours. Déjà, Turgut Özal avait énormément réagi et les nationalistes avaient énormément réagi après l'intervention américaine en 1991 en Irak, quand il y a eu la création d'une région autonome kurde. Et la Turquie, aujourd'hui encore, fait énormément de pression pour que cette région autonome kurde en Irak ne se transforme pas en État, même s'il donne l'impression d'un État de facto. Vous avez vu comment la réaction a été violente quand le gouvernement d'Erbil a voulu organiser un référendum au sujet du statut de Kirkuk. Et la Turquie, aujourd'hui, utilise le nord de l'Irak comme il l'entend, comme un espace d'intervention permanente pour combattre le PKK et donc du coup arrive à accepter le gouvernement irakien, kurde irakien Barzani parce que le gouvernement kurde irakien n'empêche pas l'intervention de l'État turc. Mais le jour où ils empêcheraient l'intervention de l'État turc, je crois que la réaction sera exactement la même par rapport à la Syrie. Donc sur la question kurde, je crois que ce n'est pas spécifiquement Erdogan. Sur la question chypriote non plus.
Sur la question de la mer Égée non plus. Ce sont des stratégies, des problèmes géopolitiques hérités du passé, entretenus par le nationalisme et sur lequel Tayyip Erdogan n'a pas beaucoup de marge de manœuvre, sauf une marge de manœuvre très importante dans des moments difficiles, comme depuis quelques années où il est, comme Orhan a rappelé, la chute de popularité a poussé Tayyip Erdogan à faire l'alliance avec l'extrême droite nationaliste. Avec le MHP, avec des généraux qui sont des généraux irrédentistes, kémalistes irrédentistes. J'ai parlé de cette thèse de la mer patrie bleue, le Mavi Vatan, qui englobe la totalité de la mer Égée jusqu'au Crète comme territoire ou comme espace maritime turc. Alors qu'il y a des raisons objectives de contestation de la Turquie sur les prétentions grecques par ailleurs. Sur Costello-Horizon, par exemple, évidemment, il y a une contestation à avoir sur Costello-Horizon ou qui peut disposer à 1 km de la Turquie, pouvoir disposer de 200 km de zone économique exclusive, c'est n'importe quoi. Mais ces problèmes ont été résolus. Le Canada et la France ont failli faire la guerre de Turbo à propos de zones économiques exclusives autour de Saint-Pierre et Miquelon, vous vous rappelez, dans les fins des années 80. In fine, ils ont allé à l'arbitrage international et il y a eu un partage rationnel des zones économiques exclusives autour des îles de Saint-Pierre et Miquelon et le problème est résolu. Il y a un entretien de ces problèmes de tous les côtés, grecs et turcs, pour pouvoir en permanence jouer sur la fibre nationaliste. Ça, c'est la permanence, je dirais, des géopolitiques. La nouvelle géopolitique, la deuxième dimension géopolitique, c'est ce que nous avions discuté un peu hier à Caen, il y avait Marc Semo et je me répète, excuse-moi pour lui, mais il y a une deuxième dimension, c'est ce qu'a apporté Tayyip Erdogan dans l'inspiration d'Ahmet Davutoğlu sur une nouvelle approche de la région dans une vision romantique inspirée des géostratégies allemandes des années 20. C'est catastrophique. Davutoğlu est un narcissique autant que Erdogan, qui ne s'écoute que parler, et qu'il sort des théories des années 20 sur les profondeurs stratégiques, etc., qui sont vraiment n'ont plus de sens aujourd'hui, sauf aller dans le sens de poil des nationalistes islamistes ou des nationalistes nostalgiques. Tayyip Erdogan, par contre, a profité d'une vide de leadership de la région. Je vous rappelle que sur la Syrie, jusqu'en 2013, peut-être même jusqu'en 2014, la Turquie était en phase totale avec les Américains et la France. La politique syrienne de la Turquie était identique à la politique syrienne de la France et des États-Unis. Le refus d'intervention d'Obama, le refus de frappe d'Obama avait changé les choses. Et à partir de là, il y a eu des positions divergentes et surtout la Turquie, qui en 2011 avait absolument pas anticipé l'existence des Kurdes syriens, a découvert l'existence des Kurdes syriens et la question de Bachar el-Assad est devenue second et l'obnubilation d'une autonomie kurde syrien, c'est pas le PKK, ça n'aurait pas été PKK, ça aurait été n'importe quoi, ça aurait été la même réaction. C'est la réaction de pays très nationalistes qui disposent la majorité de la population kurde de la région, 15 millions, et qui refusent de reconnaître l'identité de cette population, alors que sur sa frontière de plus de 1000 km de frontière entre la Turquie, l'Iran et la Syrie, il y aurait des États kurdes qui revendiquent cette identité. C'est pas tenable. Ça, c'est pas tenable. Donc, du coup, la Turquie est devenue dans une position anti-kurde de la région. Aujourd'hui, sur la question syrienne, c'est
le conflit avec les Américains, c'est sur la question kurde, évidemment. La Libye, de la même manière, c'est la bêtise de la France. La bêtise de la France d'avoir choisi pour des raisons sécuritaires le soutien à Haftar et non pas le soutien à le gouvernement de Tripoli reconnu par l'ONU. Alors que si la France, comme l'Italie demandait de le faire, avait pris cette position, il n'y avait pas de place pour la Turquie. La Turquie se positionne actuellement sur le vide du leadership en Afrique, au Moyen-Orient, et essaie de faire ça dans les Balkans, mais ne réussit pas beaucoup, sauf pour le Kosovo, la présence est très forte. Et la même chose pour l'Afrique. Donc, de ce point de vue-là, je pense que comme puissance régionale, c'est une puissance régionale, il ne faut pas non plus sous-estimer. C'est 84 millions d'habitants, 17e ou 18e PIB mondial, même si le niveau de vie par habitant est faible, mais c'est 84 millions d'habitants. Une armée qui est deuxième ou troisième force de l'OTAN, 350-360 000 soldats sous les armes, mobilisables. C'est une armée qui dispose actuellement de 9 présences dans 9 lieux différents, dispose des bases militaires à Soudan, à Somalie, dispose des bases militaires au Qatar, dispose des bases militaires en Irak du Nord, occupe la Syrie, occupe le Chypre du Nord avec 30 000 soldats, commence à créer des bases militaires en Libye, utilise des mercenaires syriens comme supplétifs quand il n'a pas envie de s'engager lui-même comme Azerbaïdjan ou en Libye. Évidemment, tout ceci est possible parce qu'en face, il n'y a pas de politique régulatrice ni de l'Allemagne, ni de l'Union européenne, ni des États-Unis. Et par conséquent, comme la Russie, la Turquie est devenue une puissance un peu exagérée par rapport à ses forces politiques et économiques. Mais n'oubliez pas que quand un pays est grand, quand c'est 85 millions d'habitants, vous avez toujours quelque part des ressources. C'est comme l'Inde, un des pays les plus pauvres, mais en même temps qui peut avoir une politique aérospatiale très importante, parce que sur 1,5 milliard, 1,3 milliard de personnes, vous pouvez toujours avoir un espace qui contient 50 millions de personnes qui ont un niveau de vie, une capacité productive bien supérieure à la moyenne européenne. On retrouve la même chose en Turquie. Nous arrivons à la fin de ce débat. Il est 6h moins 10. En 10 minutes, s'il y a des commentaires, des questions courtes et des réponses, elles aussi courtes. Oui. Bonjour. Alors ma question s'adresse à tous. Moi, je suis une jeune étudiante qui rêve de travailler dans la diplomatie franco-turque. Alors à partir de tout ce que nous avons vu aujourd'hui, les enjeux des relations entre la Turquie et l'Union européenne, les obstacles majeurs, en bref, quels conseils donneriez-vous aux futures générations de diplomates pour améliorer les relations franco-turques ou encore entre la Turquie et l'Europe, en particulier parce que, comme vous savez, il y a cette sémantique, enfin cette accusation de trahison. Dès lors que nous prenons la parole, comme vous le faites, nous sommes accusés de trahir la patrie, vatan notre parole est décrédibilisée, alors que nous visons uniquement la paix, un idéal de cohésion. Alors comment faire pour assurer des négociations paisibles où le passionnel ne l'emporte pas sur le rationnel, pour arrêter ce dialogue de sourds? Changer de métier. Non, je crois que c'est une question et j'espère que votre décision et que vos plans pour le futur ne dépendront pas des réponses que nous donnerons. Mais je pense que la diplomatie aujourd'hui est
un peu dans un cul-de-sac, parce que la diplomatie ne se fait plus comme elle se faisait dans le temps, lorsque les ambassadeurs vraiment négociaient, etc. Maintenant, c'est carrément les chefs d'État, ou au moins les ministres des Affaires étrangères qui se déplacent, qui se réunissent, etc. Donc, je pense qu'il y a, en quelque sorte, une bureaucratisation, une technocratisation du métier qui me paraît assez problématique. Et en plus, vous êtes au cœur de questions qui brûlent, qui touchent, bon. Donc moi, j'ai vraiment pas grand-chose à vous conseiller. Je pense que c'est dur. Donc, je ne sais pas. Qui se sent proche de la diplomatie et défendrait la profession ici? Vous savez, hier, on était dans un autre débat à Caen et en face de moi, il y avait un de mes anciens étudiants de Galatasaray et aussi venant de mon lycée Galatasaray, et il était le deuxième à l'ambassade de Turquie à Paris. J'ai tenu à peu près le même discours. Il pouvait que me contredire, mais c'était obligé. Moi, je n'étais pas fâché contre lui parce qu'il fait son métier. Donc, je pense que les diplomates font le lien entre les deux pays, mais ils sont évidemment sous... Je ne pense pas que la diplomatie, c'est quelque chose qui est difficile à admettre, mais moi, je suis pour que les diplomates, les militaires, les technocrates soient quand même sous les ordres des politiques élus. Ça peut donner des résultats catastrophiques, mais ça peut aussi éviter que la technocratie, la bureaucratie se substitue à la démocratie. Ça a des risques, évidemment, mais ce n'est pas les diplomates qui doivent changer les choses, c'est les peuples. Merci. Monsieur, une dernière question. Une dernière question, s'il vous plaît. Avec un micro. Avec le micro. Il y en avait un ici. Merci. Très intéressant, une journée vraiment enrichissante. Et merci pour tous les intervenants. J'ai 2-3 mots comme ça qui me viennent. Le mot de la naïveté. Vous avez oublié, je crois, que le travail de Erdogan, à un moment donné, parce on le connaissait, ce qu'il a dit. Une autre chose que je dirais, par exemple, pour le Chypre, c'est un échec considérable, même lamentable pour l'Europe, l'adhésion de Chypre après le plan de Annan. Il ne faut pas oublier non plus ce passé-là. J'ai une contestation vis-à-vis de M. Kurzel qui m'a choqué, surpris. Vous avez dit que AKP a bien géré dans les premières années l'économie. Pardonnez-moi, je ne suis pas du tout d'accord avec vous, parce que vous savez très bien, mieux que moi, AKP a trouvé une économie assainée par Kemal Dervish, premièrement. Donc, tout était nettoyé, tout pouvait partir de zéro en quelque sorte. Puis, il a, la spoliation du bien public a commencé, puisqu'il y avait des nationalisations, les ventes des entreprises étatiques qui ont rapporté des 62 milliards, si je me trompe, etc. Et puis, troisièmement, le contexte mondial, il y avait de l'argent partout. On pouvait emprunter et on pouvait trouver l'argent qu'on voulait. Mais Erdogan, qu'est-ce qu'il a fait avec ça? Il a trouvé le système de créer ses propres riches. Par exemple, les 5 entreprises qui raflent tous les appels d'offres. D'ailleurs, on ne peut pas dire l'appel d'offres. N'ont jamais fait, n'est-ce pas? Donc, pour couper court. Je crois que on
refaire le débat de l'économie. Il a surfé une vague positive, c'est évident. Je terminerai avec une anecdote. And I will say it in English because it was provoked by one of your remarks concerning your grandmother. Your grandmother sitting like a pasha on her sofa. I love that story because I have a story which I didn't experience personally, but a cousin of mine who was the daughter of Fethi Okyaj, one of the friends, comrades in arms of Mustafa Kemal, told me the story of Mustafa Kemal coming to visit their house at a time when her father was not there. So she welcomes him in the living room, and he sits on the sofa a la turca. That is, he takes one of his legs and places it under his other calf. And my super westernized cousin, who had studied at Oxford and whatever, was very, we're talking about the 1930s, looks at him in such a way that he feels forced to say, "Oh, come on. I'm sure that when your father is alone, he sits like that too." And I think it is the best description you can give of one of the major problems of Turkish modernity, or Ottoman and Turkish westernization. Modernity is something for the public realm, and your tradition is something that you keep in your innermost secret private world. And I find this to be extremely interesting, but then again, you don't have to react. We have 2 minutes. It was so nice to have you at such a distance, and I appreciate the fact that, the communication system was not perfect since the translation worked in only one direction. But thank you very much for your time. Et j'en profite pour remercier tous les participants. Le public, les interprètes qui, j'en suis sûr, ont fait un travail magnifique et très dur. Voilà, on n'a pas encore sauvé la Turquie ni l'Europe d'ailleurs, mais bon, ça viendra, il suffit d'un peu de bonne volonté. Voilà, donc je vous remercie tous. Un dernier mot des participants peut-être, je ne sais pas. Merci beaucoup.